Oh, mon timing est presque parfait. Ah ouais, 4 kilos d'argent en 2019. Meilleur, best investissement ever. Bravo. Oh là 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 là, on a eu une semaine de malade. Hein, on a eu une... C'est quoi la traînée de fumée sur les miniatures? C'est le test d'éjection d'urgence de la capsule lunaire chinoise Mangzhou. Donc ils ont fait un test d'éjection d'urgence. Vous faites toujours généralement quand vous avez une capsule. Donc là c'est l'activation de la capsule, des explosifs de la capsule et de la propulsion de la capsule. Dragon avait fait pareil avec la Falcon 9. Donc peut-être que certains n'ont pas suivi les news. Je sais que il y a Ariane 6 qui a décollé. Alors généralement les Français on leur vend le rêve. Les mecs, on s'en fout d'Ariane 6. Ok, très, très beau vol, très belle fusée. Mais il y a eu des trucs plus importants que ça cette semaine. Et on va aller faire le tour de tout ce qui a volé. Hein. Surtout, pour mettre des satellites d'Amazon en orbite. Hein. On les suit même plus, les tirs de satellites, les tirs pour Starlink ou pour Kuiper. C'est trop commun, les gars. C'est trop commun. Très beau vol d'Ariane, quand même. Hein. On notera en configuration lourde. Ça met de la gueule. Hein. J'espère que le pas de tir de Soyouz est réparé. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai vu une des sources russes que je suis qui a annoncé justement il y a quelques jours que la nouvelle plateforme avait été mise en place. Donc ils ont sûrement presque fini de réparer les dégâts à Baïkonour. Ouais, tellement de tirs. Tellement de tirs. Et certains doivent rire jaune au Pentagone avec ULA. Qui a eu beaucoup de chance de pas exploser une fusée en vol. On va reparler de ce qui s'est passé avec la Vulcan de ULA. On a les vidéos au ralenti. J'ai jamais vu une fusée faire ça en vol. Hein. Tout le monde était là, mais comment elle a fait ça? Comment les moteurs ont réussi à contrebalancer ça? J'ai les vidéos au ralenti, vous allez halluciner. Bon, écoutez, la Vulcan est là. On va commencer avec la Vulcan. La Vulcan de ULA, je dis souvent que la Vulcan a des problèmes. Elle a volé qu'une fois l'année dernière. Donc là, ils ont un énorme calendrier qu'ils ne peuvent pas respecter parce que la fusée vole pas. Elle vole pas et les Space Force grincent des dents. N'oubliez pas qu'ils ont un très gros contrat avec Amazon. 18 tirs avec Amazon. Sauf que la fusée, elle n'est pas là. Ça pose problème. Ça serait peut-être pour l'occasion d'Ariane de récupérer des tirs, sauf que Ariane, son calendrier est plein à craquer. La New Glenn aussi. C'est peut-être pour ça que SpaceX a récupéré une option pour 10 tirs supplémentaires. Il n'y a même pas un monde où ULA va garder ça. Ils n'arrivent pas à tirer. Et rappelez-vous, donc là c'est un tir pour les Space Force. Je vais peut-être rappeler. C'est en Norvège. Là, c'est en Floride, hein. C'est en Floride. Hein. c'est ULA, hein. Ça tire pour les Space Force. Les Space Force sont le client le plus important du marché américain, d'accord. C'est eux, ils payent très cher. Ils ont des obligations très strictes vis-à-vis des lanceurs. Donc, ils sont prêts à payer plus cher, un prix premium plus. Mais ils vont vous imposer beaucoup de choses. Entre autres, la sélection des lanceurs est extrêmement rigoureuse. Il faut que votre fusée ait volé 2 fois parfaitement avant d'être sélectionnée. La New Glenn a volé 2 fois parfaitement. On n'a eu aucune communication là-dessus, silence radio. Je suis prêt à vous parier que la New Glenn allait à ça d'être validée par les Space Force pour le tir. La New Glenn va voler le gâteau de ULA. Je dis depuis un bout de temps que la New Glenn va tuer ULA et va tuer la Vulcan, je pense. Surtout si ULA n'est pas capable de résoudre les problèmes de la Vulcan. Donc la Vulcan avait été validée l'année dernière, après son deuxième vol. Sauf qu'à son deuxième vol, elle avait explosé une tuyère d'un SRB. Donc les SRB, vous les voyez, c'est ça, c'est les boosters. Vous voyez, ça, c'est les boosters, les SRB. Ils sont faits par Northrop Grumman, entre autres. Et ils avaient explosé au deuxième vol, donc le deuxième vol de validation. Hein, ils avaient presque tiré à vide pour faire valider la fusée par les Space Force. Ils avaient explosé une tuyère. Malgré ça, ils avaient fait un vol quasi parfait. Les Space Force avaient dit, ok, vous allez résoudre le problème, on va valider la fusée, parce qu'on a besoin qu'elle tire rapidement. Et on va valider la fusée malgré le problème et vous allez devoir nous assurer que ça n'arrivera plus. Vol 3, ça s'est bien passé. Et là, on a eu le vol 4, il y a quelques jours. Donc là, vous avez le rollout de la Vulcan, qui est une belle fusée, la Vulcan aussi. Hein. Regardez, c'est la nouvelle génération de fusées qui arrive. D'ailleurs, c'est les moteurs BE4. Vous avez dessus, c'est les mêmes moteurs que la New Glenn.
La New Glenn utilise les mêmes moteurs que la Vulcan fait par Blue Origin. Et regardez-moi ça. Donc là, c'était une mission justement avec les Space Force USS 87, un satellite de détection d'alerte de missiles balistiques. Donc c'est des... tout ça, c'est... secret, c'est des satellites espions, voilà. C'est les Space Force. On n'est pas intéressé par ce qu'il y a sous le capot. Généralement, quand c'est eux qui tirent, on n'a pas accès... De toute façon, voilà la Vulcanopade. Voilà, magnifique. Magnifique. On va aller voir le vol. Parce que pendant le vol, il s'est passé quelque chose de très très intéressant. La Vulcan. Je vais couper la musique. Notez que ce qui est intéressant se passe à environ 20 secondes après le décollage. Je vais vous mettre le son dans le casque. Et après, on ira voir le détail de ce qui s'est passé. Alors, le stream n'est pas prêt, hein, forcément, hein, comme toujours. Hein. Je vais faire cuire un poulet tout à l'heure, alors je préparais mon poulet. Hein. Les priorités de Pépé, n'est-ce pas? Windows, voilà. Donc ça, c'était la Vulcan, il y a avant-hier, je crois. 4, 3, we have ignition, 2, 1. And liftoff of United Launch Alliance SF-87 for the United States Space Force, continuing ULA's legacy in national security space launch. Je mettrai pause. Oh, le scare jump, Yatsekon! Animal! You are hearing Daniel Brunson providing launch vehicle ascent data. Alors, est-ce qu'on l'a vu sur les caméras? Oh oui, on va le voir totalement. Je l'ai pas revu, moi, la vidéo. Je sais pas si vous avez vu. Q, maximum dynamic pressure. Il y a des morceaux qui partent. Vous voyez ça? C'est absolument pas nominal. Ils ont explosé la tuyère d'un SRB. Encore! Donc un de leurs boosters d'un point, la tuyère a explosé. Et... donc ça, ce que vous avez là... hop, merde. C'était les morceaux de la tuyère. Et regardez, ça continue de péter un peu. Le même problème qu'ils avaient eu Vol 2. Ah voilà. Et on voit encore des morceaux qui partent, des petits morceaux du booster. Là, vous voyez, on voit encore tout derrière. Ça, c'est des morceaux, les mecs. Mais des moteurs de Blue Origin. Non, c'est les boosters de Northrop Grumman. Comprends que les moteurs sont à l'intérieur. Donc les moteurs, au contraire, ont sauvé la partie, comme au Vol 2. Les moteurs ont contrebalancé le booster déficient. Et c'est le booster de Northrop Grumman, ou les boosters qui sont largués après. C'est la tuyère du booster qui a explosé. Et là, au final, le vol s'est bien passé. Mais il s'est passé quelque chose en vol. Là, on le voit pas à cause de leur caméra de merde. Je vais vous remettre maintenant une vidéo. Regardez bien regardez surtout, voilà, explosion. Regardez bien la fusée. Ça va durer 30 secondes. Regardez la fusée, ce qu'elle va faire. Là, déjà, on voit qu'elle roll. Elle bouge. Mais attendez, elle va faire un 360. Totalement dingue. Regardez, elle tourne sur elle-même complètement. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et elle fait un 360 sur elle-même. Et elle revient en position initiale. Alors, il n'y avait personne dedans. C'était une charge utile pour le Pentagone. Vous avez vu? Elle a fait donc explosion de tuyère. Donc forcément, l'équilibre est totalement changé. Vu que y a un booster qui continue de fonctionner, mais avec sur la tuyère. Vous avez une tuyère pour une raison. Et les moteurs BE4 sont totalement parvenus à garder le contrôle. Bravo aux moteurs BE4.
Et ils ont dû mettre même un peu plus de puissance pour contrebalancer. Mais c'est une dinguerie qu'ils aient pas perdu leur fusée. Le Pentagone, ils vont pas être contents du tout. Hein. Une fois, c'est un accident, ok. Mais là, c'est la deuxième fois en 4 vols, avec une charge utile stratégique. Le Pentagone avait certifié la fusée, à condition que ça arrive plus. Réaction des Space Force. Ils ont dit, ok, ça s'est bien passé, mais il y a quand même eu un incident avec un booster. Les Space Force, généralement, devant, sont très diplomates par devant, par derrière. Vous savez, c'est le mec sympa avec un sourire, et par derrière, il va vous péter les genoux, vous voyez. Ce qui vient de se passer est extrêmement grave. Parce que la fusée, ils étaient censés résoudre ce problème. Et donc c'est Northrop Grumman qui a fait de la merde avec ses boosters d'appoint. Hein. Et la correction est folle. Comment elle survit à ça, j'en sais rien. Elle fait un 360 sur elle-même à toute vitesse. C'est à vitesse réelle, là. Je ne comprends pas comment elle a survécu à ça, mais tant mieux pour eux. Et ils ont même réussi à aller en orbite optimale. Hein. Ils l'ont amené exactement là où ils voulaient. Mais le problème, c'est que... Rappelez-vous qu'ils ont un calendrier de dingue. Ils ont un calendrier de dingue avec des charges utiles qui attendent d'être tirées. Ils ont 18 vols avec Amazon Kuiper. Et là, va falloir retourner à la planche à dessin. Ils vont devoir clouer la Vulcan au sol. Ils vont devoir clouer la Vulcan au sol pour encore un temps. Et pendant ce temps, elle ne vole pas. Et les Space Force vont à un moment dire... ils ont des Atlas 5, mais les Atlas 5, elles sont décommissionnées. Il n'y en a plus beaucoup et elles sont prévues pour Amazon. Et SpaceX va se régaler. Les mecs, le bonheur des uns, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Qui va récupérer les contrats des Space Force? La seule compagnie qui a assez de fusées pour tirer, c'est SpaceX. SpaceX, Amazon voudrait... Blue Origin voudrait peut-être bien récupérer les contrats, mais ils n'ont pas assez de fusées non plus. SpaceX va arriver. Salut! Nous, on peut tirer. Déjà, rappelez-vous, pour l'année 2027, 2026, là, ils ont récupéré l'entièreté de tous les tirs. C'est que les autres n'ont pas de fusée. Et en plus, la Vulcan pédale dans la semoule, là, et va encore être clouée au sol. Ah, c'est une lutte impitoyable. Hein. Celui qui a les fusées les plus fiables et qui a des fusées en quantité récupère les contrats. Hein. Les Space Force, ils veulent juste tirer. Hein. Voilà. Et bah, malheureusement, là... Ouais, ULA, il y a des mecs qui ont dû faire prout, là. Quand ils ont vu l'explosion de la tuyère, il y a un ingénieur, il a dû se prendre la tête à deux mains et se dire « Putain, merde. On est dans la merde. » On est dans la merde. Voilà. Ariane. Alors, Ariane, les Space Force tirent uniquement des charges utiles sur lanceurs américains. Il n'y a même pas un univers où Ariane pourrait récupérer des contrats des Space Force. Et de toute façon, Ariane, ils n'ont pas de fusée disponible non plus. Voilà. Donc ouais, à propos d'Ariane. À propos d'Ariane 6, donc, ULA est dans la merde avec la Vulcan. La Vulcan est dans la merde. Elle va être clouée au sol, alors qu'elle doit voler. C'est là où Ariane, mine de rien, Ariane Espace a fait un bon lancement. On fait un bon lancement. On fait un bon lancement de fusée en général depuis un an. Ils n'ont pas eu de problème. Tout se passe bien. C'est ce que je disais. Ariane, oui, ils n'ont jamais une cadence de tir de dingue. Ils tireront pas 3 fois par semaine, comme SpaceX, mais ils tirent bien. Ils tirent bien. Je leur reconnais ça, ils tirent bien. Et s'ils arrivent à tirer une fois par mois, eh ben, ce sera pas dégueulasse du tout. Et bah, pour l'instant, je pensais que ça allait être l'inverse. Je pensais que ça allait être la Vulcan qui allait peut-être manger les parts de Ariane. Bah, je pense que c'est Ariane qui va récupérer les contrats d'Amazon peut-être de la Vulcan, mais je pense pas à cause du manque de la cadence de tir de la fusée. Donc ouais, pendant ce temps, on avait regardé Ariane. Qui a reçu... Donc on a souvent suivi les tirs d'Amazon, hein, de Leo Kuiper, la constellation d'Amazon qui est censée rivaliser Starlink. D'ailleurs, on va pas se le cacher, mais ça m'a bien fait rigoler. Ils ont une bonne cadence, Ariane, mine de rien? Non. Je suis désolé, mec. En 2026, si tu tires une fois tous les mois et demi, t'as une cadence de merde. C'est pas une bonne cadence de tir, je suis désolé. Surtout quand tu veux mettre des constellations et que t'as beaucoup de contrats en orbite. Une fois par mois, ça sera optimal, mec. Si Ariane parvient à tirer une fois par mois, ce sera incroyable. Je pense qu'ils tireront plutôt une fois tous les 1 mois et demi, quelque chose comme ça.
Au moins, ils sont réguliers. Absolument, ils sont réguliers, ils sont fiables et ils sont efficaces. Ce qui est déjà pas mal du tout. Mais le problème, c'est qu'ils sont hors de prix aussi. Ils coûtent cher. Donc là, vous pouvez dire, mais pourquoi est-ce qu'Amazon passe par Ariane? Bah, ils ont acheté toutes les fusées disponibles, qu'importe le prix. Ariane est bien plus cher que le marché. Et bah, ils ont acheté absolument tout. Voilà. Donc là, on avait la première fois qu'on a d'Ariane 6 en configuration lourde, avec 4 boosters. On n'avait jamais vu cette configuration. Et bah écoutez, là encore, on a eu un très beau vol. On était très, très curieux de voir, moi j'étais en tout cas très curieux de voir comment elle allait se comporter au décollage. Les boosters, généralement, ça envoie le steak. Et là, elle n'a pas déçu. Je vais faire ça. Hop. Je vais... hop. Voilà. En plus, un beau tir de jour. Donc il y avait 32 satellites pour Amazon, pour Jeff Bezos. Donc c'est la... Ils avaient beaucoup... C'est compliqué de parler de faire une émission live sans essayer de jamais citer SpaceX ou Starlink quand vous tirez son concurrent direct. Et il faisait d'énormes efforts. Il faisait d'énormes efforts pour pas citer l'éléphant dans la pièce qui est SpaceX et Starlink. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Parce qu'il y avait les porte-paroles de Amazon qui étaient là, en disant « Ouais, c'est une révolution, on va amener ça à des bateaux et tout. » J'étais là, putain les mecs. Vous avez pas suivi les news de Starlink cette semaine, comme à chaque fois. C'était très drôle. SpaceX tire tous les 2 ou 3 jours. Ouais, ils tirent. Alors là, ils sont en train de décommissionner leur pad LC-39 pour favoriser Starship. Donc là, ils ont une petite baisse de cadence de tir, mais ils tirent toujours comme des dingues. Donc ouais, Ariane 6 en configuration lourde pour Amazon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage ESR et décollage. Part vite, hein, regardez ça. Elle part vite, hein. Les 4 boosters, hein. Et là, le tilt. Regardez comment elle penche. Moi, je me suis dit, attends, mais ils sont en train de la perdre. Et elle penche direct, de façon agressive. Très beau décollage. Ils ont pas suivi la ligne spatiale, les mecs d'Amazon. Mais les mecs d'Amazon, ils défendent leur steak et ils vendent leurs produits, tu vois. Tu veux pas parler du concurrent quand c'est toi qui vends ton produit, ce qui est logique. Propre, hein. Très belle fusée. Ça envoie. Une capsule pour envoyer ses stationnautes. Parce que ça coûte trop cher et qu'on sait pas le faire. Les paramètres à bord sont nominaux. On sait pas le faire, ça coûte trop cher. Donc on laisse SpaceX tirer nos astronautes. Pas mal, hein. Kourou, on voit la mer. Et on avait des caméras embarquées. 32 satellites. Ok, c'est bon, madame, arrête. Pas la peine de me parler. Le chien de mon voisin s'y connaît plus en spatial que toi. Et on a des vues embarquées. Hein, on a des images. Bon, la qualité est pas exceptionnelle, d'accord? C'est pas SpaceX ou Rocket Lab. Mais c'est déjà pas mal. Hein? On est un peu sur une qualité soviétique Soyuz. Mais on a des images. C'est propre. Regardez, attendez. Pause. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? À gauche, vous voyez la ligne noire? Le soleil est à droite. Et la ligne noire que vous voyez là, qui part de en haut à gauche, c'est la traînée d'Ariane qui fait ombre depuis le sol par le soleil. C'est propre, hein? Donc là, ce que vous avez à gauche, c'est la traînée d'Ariane. Ouais, ça. C'est l'ombre. Et on voit la côte. Et on voit l'ombre. On voit l'ombre de la fusée. De la traînée. C'est superbe. Donc ouais, propre les images. Hein. Propre. Et là on va avoir les boosters, on va avoir une croix de Korolev. Les boosters, bon, une caméra. Eh ouais, ça fait plaisir. Ils apprennent. Même si je suspecte que c'est Amazon qui leur a demandé. Regardez, séparation des boosters. Les picots, ils vont éteindre les boosters.
Puis séparation. Allez. On a les images en retard en fait. Hein. Vous voyez la traînée là? Comment on la voit bien, la ligne noire? C'est beau, hein. Hop, séparation des boosters, regardez. Propre, hein. Voilà. Donc ouais, 32 ou 34 satellites pour Kuiper Léo. Et après on va avoir les coiffes. C'est chouette de voir des caméras embarquées comme ça. Hein. Comme je dis, Ariane n'était pas très bon là-dessus. Même si la qualité, on va pas se cacher, laisse un peu à désirer, c'est mieux que rien. On prend ce qu'on nous donne. Les coiffes, regardez les coiffes, comment elles vont tanguer. Elles sont super souples les coiffes. Et là, c'est des très grosses coiffes. On va le voir comme je dis, on a les images en retard par rapport à ce qu'on entend. Regardez les coiffes. Regardez comment elles sont flexibles. Boink, boink. Propre, hein. Il ne reste plus qu'à les récupérer. Non, ça on sait pas faire. Par contre, SpaceX récupère toutes ses coiffes. On a des coiffes qui ont volé 33 ou 34 fois chez SpaceX. Ça leur a, tout leur programme d'économie de coiffe leur a fait économiser plus d'1 milliard de dollars. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Ça coûte très cher les coiffes. Hein. Un jeu de coiffe, ça doit être 2 coiffes à 10 millions. Donc quand vous volez 3 fois par semaine et que vous récupérez toutes vos coiffes, commencez à faire les économies d'échelle que vous faites à récupérer toutes vos coiffes. C'est gigantesque. C'est sûrement Amazon qui leur a pas imposé, je pense. Mais c'est pas grave. On prend. Bon écoutez, voilà. Le vol s'est bien passé. Tout le monde avait l'air content. Et bah écoutez, un bon vol. Hein. C'est cool, hein. Bon vol pour Ariane. Donc c'était la première fois qu'on avait la Ariane 6 en configuration lourde comme ça. Et c'est vrai que bah ils ont fait un très très beau tir. Ils ont fait un très beau tir. Maintenant, oh là, j'ai tellement de choses encore à dire. Au secours. Je pense pas, ils avaient déjà... Ouais, on les avait déjà vus, mais pas tout le temps. On les avait vus 1 ou 2 fois, mais ils aiment pas trop chez Ariane mettre des caméras. Alors qu'en 2000, bon, on est quand même en 2026. Regardez-moi ça, beau décollage. Hein. Donc ouais, elle part vite. Hein. Mais ça, c'est les boosters. Donc déjà, avec 2 boosters, elle part vite. Avec 4 boosters, elle part encore plus vite. Très impressionnant. Elle tombe dans le golfe d'Amérique. Elle tombe plutôt au large de la Guyane. Elle tombe au large de Kourou, tu vois. Donc c'est plutôt l'Atlantique pour le coup, là. Donc ouais, très beau vol. Très beau vol. Donc on verra golfe d'Amérique, golfe du Mexique, les mecs, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je dis golfe du Mexique parce que j'ai toujours dit golfe du Mexique. Et c'est pas un président ou un homme politique qui va me dire ce que je dois dire en termes de géographie. Donc ouais. Oh attendez, ça, je voulais pas le mettre là. Je vais le mettre beaucoup plus bas. On va le mettre ici. Voilà. Alors, on avait une autre fusée au pad. Un oiseau rare. On avait une Proton. Peut-être que certains, vous ne connaissez pas la fusée Proton. La dernière a volé il y a 3 ans. Pourtant, elle a fait les heures de gloire de la Russie dans les années 90, début 2000. Et on avait une Proton qui est amenée au pad pour un satellite. On a bien à avoir tout le temps Soyouz. Les Angara sont aussi des oiseaux rares, même si ça monte en puissance. Et on avait donc une Proton M pour un satellite électro, donc de télécom. Et les Russes tirent aussi beaucoup. Hein. Donc ouais, on avait un roll-out d'une Proton à Baïkonour, donc à son propre pad à Baïkonour. Si, c'est aussi une belle fusée, la Proton, bien soviétique. Hop là. Regardez-moi ça, c'est beau. Hein. On amène des fusées sur rail. Les monstres. Très grosse fusée, la Proton, regardez le roll-out. C'est un lanceur lourd. Non, c'est ce que j'appelle dans la catégorie des lanceurs moyens. Proton, Ariane et compagnie. C'est... Tu peux appeler ça des lanceurs lourds si tu veux. Mais dans ce cas-là, Starship et compagnie... Enfin, Starship et quoi alors un lanceur super lourd. Voilà. Et on avait la Proton au pad dans la neige. On n'est pas habitué à avoir des fusées décollées dans la neige comme ça, mais les Russes, parfois tirent dans de la grosse neige qui tombe et tout, ils s'en foutent. Et ça donnait ça.
Tac. Voilà. Ils font des très belles prises de vue aussi, les Russes. Tout le monde s'est amélioré pour le coup. Merci SpaceX. Les vieilles radios soviétiques. Pas mal, hein. Superbe vue en drone. Regardez ça. Très belle prise de vue, tracking et tout. Donc cette fusée on la voit pas souvent mais elle a déjà plus de 100 vols. Elle a beaucoup volé, voilà. Et je crois que ça s'est bien passé. Et il y avait une autre charge utile. Regardez. Il s'avère... Vous savez, quand vous tirez une fusée par rapport à où vous allez, et après par rapport au radar, on est capable de dire exactement c'est quoi, juste sur l'orbite. Et il s'avère que les Russes avaient dit que c'était un satellite, tout ce qu'il y a de plus classique, un satellite météo, mais il y avait une autre petite charge utile à bord qui appartenait à l'Iran. Voilà. Bah ouais, l'Iran, ils ont leur propre programme spatial, mais ils n'ont pas accès à certaines orbites. Et c'est vrai que bah, là, il est pas rare de voir les Russes tirer pour des pays un peu compliqués. Il y a l'Iran, il y avait l'Angola. Ouais, l'Iran à l'international n'a plus trop la cote, pour des raisons logiques. Et ils tirent encore pour certains pays alliés, on va dire ça comme ça. Donc ouais, il s'avère qu'il n'y avait pas qu'un satellite météo, il y avait aussi une charge utile secondaire pour l'Iran à bord. Ce qui n'est pas un problème d'ailleurs. Allez, elle est clean. C'est de l'hydrazine et tout, mec. La proton n'est pas considérée comme très propre. Hein, voilà. Et maintenant, ah oui. Mais il y avait encore... on avait Crew 12. On avait Crew 12. Ah, j'ai vu Macron faire son numéro de cirque. Macron qui, le jour avant, critiquait SpaceX et Elon Musk. Le jour d'après, il était là. Allez, go Sophie. Ce n'est pas l'hypocrisie qui étouffe nos politiques. Hein. Putain, mais merci SpaceX. Merci SpaceX d'avoir été capable de développer une capsule pour pas grand-chose. Hein. Putain. Donc ouais, on avait Crew 12 avec Sophie Adno, une Française. Voilà, donc on a une rotation à l'ISS. On en voit quand même pas mal de rotations à l'ISS entre les Russes et les Américains, qui s'échangent d'ailleurs des cosmonautes et astronautes. Hein. On a des astronautes qui décollent de Baïkonour, et là vous avez un Russe. C'est un des seuls endroits spatial où on se tire pas trop dessus. Voilà, ça reste à peu près calme. Et ouais, donc on avait le vol, c'était hier ou avant-hier, je crois. On va aller voir ça. Hop. Tac. Non. Ah, voilà. Tac. Et avec récupération du booster. C'était le deuxième vol de ce booster. Le premier vol avait fait une mission Starlink. Vous vous rendez compte de la confiance qu'ils ont? Il y a quelques années, la NASA aurait dit... ok, on veut un booster neuf. Maintenant, ils acceptent de mettre les membres du 4 astronautes sur un booster qui a déjà volé sur une mission Starlink. C'est la régularité qu'ils ont atteint est totalement dingue. 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon, go Dragon, and Godspeed Crew 12. And liftoff. Freedom flies bound for the Oh là là, regardez ça. space station. Les caméras. 0.7 million pounds of thrust now propelling Falcon 9 and Crew 12. Impressionnant. Vehicle is pitching downrange and all 9 Merlin vehicles have lit. We're getting good call-outs on the first stage performance and propulsion. Donc là, il y a des gens. Hein. Quand il y a des gens, c'est d'un coup, on est assez un peu plus sous tension quand il y a des gens à bord. Hein. 5e grimpette pour la capsule, c'était le 5e vol de... C'était quoi? C'était Endurance ou Freedom? Bien vu.
Ah ouais, ils réutilisent aussi leurs capsules, même s'il y a quand même une sacrée logistique pour la réutilisation des capsules. For stage 1 throttle down. Pass through max Q in a few seconds here. Max Q. Great news. We have passed through max Q. Cinéma, c'est pas mal, hein. Ah, y a des gens à bord, tu fais toujours plus gaffe, c'est pas du Starlink, quoi. D'ailleurs, on va avoir un vol prochainement de Starlink où ça va être le 33e vol de B1063. Ou B1067. Je crois que c'est B1063 qui va voler pour la 33e fois. Les joies du réutilisable, les mecs, hein. Le joie du réutilisable, refaire voler les boosters 33 fois, c'est totalement dingue. Bon, dommage que c'est décollé de nuit. On aurait bien aimé avoir un beau tir de jour, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'était le 600... Oh, j'ai loupé ça, le 600e vol de la Falcon 9. Ce qui en fait la deuxième fusée la plus tirée de l'histoire de l'aérospatiale, derrière Soyouz. La série des Soyouz. Et ils ont dû récupérer... ils ont dû récupérer 580 boosters, quelque chose comme ça. Totalement incroyable. Ils sont arrivés à la Station Spatiale Internationale. Bonne question. Peut-être, ouais, je pense. J'ai pas fait gaffe. Comme je dis, les rotations de l'ISS, c'est pas que je m'en branle, mais un peu quand même. Hein? Bon, voilà, quoi. Oh, regardez la côte dessous. La Floride, temps dégagé. Superbe. Oh, on voyait toute la Floride. Malheureusement, là, avec la luminosité du moteur, on voit plus. Mais on voyait toute la Floride avec Cap Canaveral. Ah ouais, Soyouz doit être à 2800 tirs. Ou je ne sais même pas combien de fois Soyouz a volé. Ouais, 1000 ou 2000 fois, quelque chose comme ça. Donc là, le booster, il va retourner se poser à Cap Canaveral. Ils ont une nouvelle zone d'atterrissage d'ailleurs à Cap Canaveral qu'ils n'avaient pas encore testé. Donc le booster là va retourner se poser. Ah, là, utilisable, c'est le futur. Hein. C'est le futur. C'est là où Ariane 6 pêche en termes de développement. Ariane 6, la Vulcan. Il faut une cadence de tir soutenue aujourd'hui. Si vous voulez mettre en place des constellations et tout, il faut beaucoup tirer. Et bah regardez Amazon, ils sont bien emmerdés, c'est qu'ils sont obligés d'acheter plein de fusées très chères parce qu'il n'y a pas de cadence de tir en fait. Vers 21h aujourd'hui, merci Gaël Simon. Je regardais le replay, pas de soucis, il sera tout à l'heure le replay cet après-midi. 48 mois, putain, mais 48 mois c'est 4 ans hein. Là c'est 4 ans 48 mois. Très impressionnant, je te remercie. Ouais, l'amarrage est vers 21h. Voilà, tout à l'heure. De souveraineté française alors que c'est SpaceX qui a envoyé la fusée. Oui, mais écoute pas les politiques. Ils racontent que de la merde. Macron, il crachait sur SpaceX le jour avant. Et là, il est bien content que ce soit la SpaceX subventionnée qui mette ses astronautes en orbite. Faut rester à sa place, généralement. Faut savoir rester humble et faut savoir rester à sa place dans la vie. Et Macron, il sait pas rester à sa place. Il a le besoin d'ouvrir sa gueule sur des sujets qu'il ne connaît même pas en plus. C'est ça le truc. 2000 tirs de Soyouz, très impressionnant. Je le répète assez souvent que encore Tesla a eu des subventions, mais SpaceX n'a pas eu de subvention. Ils ont eu des contrats à coût fixe et ils ont toujours honoré leurs contrats, parfois en retard, mais ils les ont toujours honorés. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. To 9 minutes into the flight, which will accelerate Dragon to more than 17,000 miles per hour and place our crew in orbit. This Merlin vacuum engine can produce over 220 C'est chouette. pounds of thrust in the vacuum of space. C'est chouette. C'est chouette les mecs. Donc ouais, pas mal hein. Et là le booster commence à redescendre. Et le booster va revenir se poser à Cap Canaveral.
Donc s'il y en a qui veulent voir l'arrimage, les arrimages sont très impressionnants. Hein. Ça sera diffusé sur YouTube, sûrement la NASA, SpaceX, et vous verrez l'arrimage de la capsule à l'ISS. C'est sport. On s'en tape qu'il soit subventionné. Si, parce que c'est du mensonge. Et quand les gens mentent, il faut les reprendre sur ça. Et il faut toujours marteler l'inverse. Leur dire non, non, non. Ils n'ont pas eu de subvention. Ils ont eu des contrats très spécifiques qu'ils ont honorés. Et s'ils les avaient pas honorés, ils n'auraient pas eu l'argent. Et ils auraient disparu. Le booster, 48 km. J'espère qu'ils vont nous changer de caméra. Qu'ils vont nous mettre le booster. Donc là, il va pas se poser sur une barge. Hein. Il revient... Regardez les mecs à l'intérieur, là. Et certains se sont entraînés toute leur vie pour ça. Je crois que là, la française, c'est sa première mission. Il y a une autre nana, là. C'était sa deuxième ou troisième, je crois. Donc là, on a 10 personnes en orbite en ce moment. Allez, montrez-nous le booster. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à voir de nuit. On aurait peut-être pu voir la Floride. Je pense qu'ils ont peut-être un problème avec la caméra du booster et on va voir uniquement les caméras au sol. Ça peut arriver. Ça pousse le chauffage à la limite. Là, ça va encore. Ok, là, le booster qui rallume les moteurs à 1 km. Voilà, regardez. Ah non, on avait les caméras sur le booster. Ouais, regardez ça. Premier atterrissage là-dessus. Hein. Là, le béton est tout neuf, hein. Encore frais. Hein. Voilà comment on fait. Vous voyez, avec des subventions, ce qu'on peut faire. Magnifique. Deuxième vol réussi, récupération. Propre. 2 ans, 10 mois d'entraînement. Ouais. 2 ans, 10 mois pour être passager. Alors, j'ai rigolé parce qu'il y avait... Il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Il y avait encore, je me rappelle plus quel politique français qui disait « Oh là là, quel pilotage magnifique de la Française !» Elle est passager, elle touche à rien. Elle touche à rien. C'est les mecs de SpaceX qui pilotent. Hein, et les programmes informatiques. Hein, touche pas. Hein. Camry. Non, je vais passer sur ça. Bon, écoutez, vol réussi. La barrage ce soir. Et voilà. Je suis méchant, mais... On va leur laisser ça. On va leur laisser Ariane 6. Il faut être bienveillant. Écoutez, c'est bien les mecs. C'est bien. Le retour à la réalité va être brutal quand Starship va redécoller. Et que ils vont essayer de récupérer ça. Faire du ravitaillement. Il y a du lourd qui arrive. Il y a du très lourd qui arrive et on va se régaler dans les prochains mois et les prochaines années. Chacun s'astiquera sur ce qu'il a envie. Voilà. Alors, on parlait des Chinois. J'ai vu que quelqu'un m'a demandé « Pépé, tu as montré les images de la fusée chinoise qui a améri. » La news de la semaine, c'est ça, les mecs, d'accord? Ouais, on a vu des beaux tirs, il y a Ariane 6, il y a une rotation à l'ISS. Pendant ce temps, en Chine, peut-être que certains ne suivent pas l'actualité, mais les Chinois sont aussi en full steam de leur préparation de leur mission lunaire. Et voici Mengzhou. Mengzhou, je l'avais déjà montré il y a longtemps, c'est le module lunaire chinois. Donc là, vous avez Mengzhou sur un compartiment de la Longue Marche 10. La Longue Marche 10, là, elle n'est pas du tout complète. Hein. Ce sera similaire à la Falcon Heavy. On avait vu un feu statique. On avait vu un feu statique de la Longue Marche 10 il n'y a pas longtemps. Et là, vous avez Mengzhou sur un des compartiments de la Longue Marche 10. Et c'est justement ce qu'ils appellent une éjection d'urgence. Donc ça n'a pas vocation à aller en orbite, mais vous allez avoir une séparation. Imaginez que la Longue Marche 10 a un problème, vous voulez sauver vos cosmonautes, vous activez les explosifs et vous séparez la capsule et vous faites partir la capsule. Généralement, toutes les missions habitées font ça pour tester justement ces dispositifs d'urgence. Vous voulez que les cosmonautes aient au moins une chance de s'en sortir, ou les astronautes, ou les... voilà, vous avez ce genre de dispositif sur les fusées, surtout sur les phases de décollage, s'il y avait un problème. Et ils testaient ça. Ils ont testé ça, c'est une étape assez importante. Et écoutez, j'ai
quelques vidéos sympas du décollage. Donc c'est une mission de test. Une mission de test, tout simplement. Donc là, vous avez... donc ça n'a pas vocation à aller en orbite. C'est pour tester la séparation d'urgence. Et après, le retour en parachute. Ça permet de tester les parachutes parce qu'ils récupèrent la capsule. Donc là, tester les parachutes et simuler en fait un retour directement de l'atmosphère. Donc c'est... Tu prends 15 G dans les dents. Ouais, tu veux pas que ça arrive quand t'es dedans. Mais vaut mieux que ça que exploser avec la fusée qu'il y a dessous. Et on avait donc la Longue March 10 au pad. Le compartiment de la Longue March 10. Comme ça. Hop. Décollage. Taille chrono, absolument. Propre le décollage. Très propre. Et après, en vol, on a eu... donc ils ont séparé en vol. Enfin moi, ils ont activé d'eux-mêmes comme s'il y avait un problème. Ils ont simulé un problème. Activation des explosifs. Et on a eu quelques très jolies photos. Laissez-moi. Voilà. Le décollage. Donc la Longue March 10 sera bien plus grosse que ça, d'accord? Ce sera la fusée lunaire chinoise. Elle sera bien plus grosse que cela. Elle sera un peu similaire à une Falcon Heavy, mais plus puissante. Donc ouais, ce sera un sacré monstre. Et voilà, donc là, vous avez le module lunaire au-dessus. Hein, c'est un beau bébé. Et ils ont séparé. Regardez. Ils ont activé. Bam, explosif. Activation des moteurs de Mengzhou. Et Mengzhou s'est séparé de la Longue March 10. Avec succès. Mais ils ne se sont pas contentés de ça. Puisque la Longue March 10 a vocation à être réutilisable. Et ils se sont dit, on va profiter de ce test pour tester tous nos dispositifs de récupération de la Longue March 10 en simulant un amérissage. Et donc regardez là, c'est... Vous voyez, là on voit Mengzhou qui part. Et vous avez la Longue March 10 ici. Donc un des composants de la Longue March 10 qui est à droite. Donc SpaceX avait fait pareil avec la... Ils avaient cramé une Falcon 9 pour faire ça. C'est commun de tester ce genre de dispositif. La New Shepard. La New Shepard de Blue Origin avait fait la même chose. Et l'avait même fait en réel avec un incident. Heureusement, il n'y avait personne à bord. Mais voilà un petit peu le merdier. Et la Longue March 10 allait retourner se poser à côté de son bateau récupérateur. Et la vidéo est assez incroyable. On va faire ça. Donc ça, c'est la Smart Dragon. Donc regardez, c'était juste après l'image qu'on a vue. Donc là, ils viennent de... C'est la fusée de la capsule lunaire. Hein. Regardez qui revient se poser. Il y a le bateau qui est juste à côté. Je vais vous montrer le bateau. Là, on le voit pas. Totalement dingue. Les Chinois sont forts. Hein. Ah, ils sont quelques années derrière SpaceX. Vous voyez là, on voit les bords du bateau au-dessous. C'est les bords du bateau. Le bateau qui s'appelle le Ling Hanse. Je vais vous montrer comment ils comptent récupérer la Longue March 10. Elle a pas de jambes. Ça rajoute combien de G au crew? Énormément. Un nombre dingue de G, mais vaut mieux prendre des G qu'être mort. Et là, elle tombe à la flotte. Voilà, donc c'était une simulation qui s'est incroyablement bien passée. La fusée est venue se poser au pied de son récupérateur. Voilà. Ah, ils vont la maîtriser, la récup. Hein. Ils ont plusieurs fusées qui sont la Longue March 12 et compagnie. Ils ont au moins 4-5 fusées qui vont être vocation à être réutilisables et qui vont voler cette année. Les Chinois partent all-in sur la récupération. Ils ont vu que ça fonctionne avec SpaceX. Donc ils vont partir là-dessus aussi, ce qui est logique. Ils ont aussi des constellations, des grosses constellations à déployer. Et on a une autre vue. Voilà. Non. Ah non, ça c'est la Smart Dragon. J'ai la vidéo. Regardez ce que ça donne en... Toc, toc, toc. Regardez. Vous voyez le bateau? Donc intéressant, il n'y a pas de jambe d'atterrissage. Il va venir, la fusée va venir se mettre dans le carré que vous voyez. Et vous avez des câbles en acier qui vont se fermer comme les chopsticks de Starship et qui vont venir la bloquer. Et voilà le bateau récupérateur. Le Ling Hanse. Sacré monstre, hein.
Faudra bien viser. T'as vu qu'ils l'ont posé, je pense, au mètre près, juste à côté du bateau. Et on voit que Starship arrive à avoir une précision de... ils avaient dit au congrès de quasiment un demi-centimètre. Ce qui est rien du tout. Juste pour s'aligner dans les chopsticks. Ce qui est fou hein, en termes de technologie, de réussir à être aussi précis avec des monstres pareils. Donc là, vous avez... regardez, ça c'est vu de dessous. Vous voyez les câbles? Ça, c'est les câbles récupérateurs. Ça viendra, sûrement, ils auront un clip ou un truc comme ça. Et quand la fusée sera en statique, ils viendront récupérer la fusée. C'est une nouvelle méthode de récupération qu'on connaissait pas, qu'on avait déjà vu des esquisses ou des prototypes. Mais là, on a du réel, on a du hardware, et potentiellement, ça donnerait ça après, vous voyez, en termes, donc là, c'est une vue d'artiste, mais ça donnerait ça, en fait, en termes de récupération. Très bien foutu. Très très bien foutu. Ils l'ont récupéré dans l'eau. Ouais, ils l'ont récupéré à la flotte, regarde. Directement après, ils l'ont récupéré à l'eau, elle était un peu abîmée, les tuyères et tout, mais c'est normal. Mais ils l'ont récupérée à la flotte, elle n'a pas explosé. Donc elle avait sûrement cramé tout son ergol. Les fusées sont pas faites pour tomber horizontalement, c'est pour ça que Starship explose tout le temps quand il est... C'est aléatoire. Ça peut exploser, ça peut ne pas exploser. C'est pas fait pour être mis brutalement à l'horizontale, tomber, parce que c'est de l'eau, hein, c'est un choc très violent. Donc elle n'a pas explosé. Elle s'est mise vraiment intacte et ils l'ont récupérée tranquillement. Et ils ont aussi récupéré Mengzu. Regardez Mengzu, après l'éjection d'urgence. Mengzu est retombé tranquillement, donc ça c'est... traditionnellement, les capsules chinoises ont un gigantesque parachute. Un parachute. Il n'y a pas de parachute de secours, les mecs. Hein. Et là, ils ont... Pourquoi SpaceX ne fait pas pareil? Parce que SpaceX a trouvé une autre solution avec les jambes. SpaceX ont été les premiers à généraliser ça. Mais il y a d'autres fusées chinoises qui auront des jambes. Les Chinois vont partir sur différentes technologies de récupération. Mine de rien. Donc là, on voit une autre technologie de récupération qui est le bateau avec câble. Ça permet de ne pas avoir de jambes. Et les jambes, c'est du poids. D'accord? Et l'ennemi des fusées, c'est le poids. Vous voulez une fusée la plus légère possible. Donc imaginez les jambes de SpaceX, il faudrait voir combien elles pèsent, mais peut-être 1 tonne. Imaginez 1 tonne en moins sur une fusée, c'est énorme. La peinture compte. Hein. Imaginez, on compte le poids de la peinture sur une fusée. Et ben là, ça permet à la Longue Marche 10 de se débarrasser de ses jambes et d'avoir un système de câble. C'est de l'innovation, c'est de la recherche et du développement. C'est incroyable. Voilà. Donc SpaceX a simplement choisi une autre solution. Donc faut compenser avec des moteurs peut-être plus puissants. Va savoir. Hein. Donc ouais, la Mengzu a fini à la flotte. Et voilà. Et ils l'ont récupéré tranquillement. Donc c'est un énorme succès. Vous vous rendez pas compte, hein. Mais là, ils viennent de faire le test d'éjection d'urgence avec succès. Et ils se sont même payé le luxe de poser la Longue Marche 10 tranquillement à côté de son bateau récupérateur. Il y a un monde où vous verrez jamais les Européens faire ça. Les Européens ne feront probablement jamais ça. Parce qu'on n'en a pas les moyens. On n'est pas capable de faire une capsule totalement embarquée avec de la fusée réutilisable. C'est un autre monde en termes de technologie, c'est le futur. Mais c'est un autre monde. Et là, vous avez les Chinois qui sont à 1000% engagés là-dedans, qui font la chasse à SpaceX et qui mettent les bouchées quintuples avec ce genre de résultat. Bravo aux Chinois, complètement. Il y a... Incroyable qu'ils aient réussi ça. C'était l'événement de la semaine. Voilà, regardez, Mengzu. Voilà, la capsule a l'air très très propre. Ils n'ont eu aucun problème de parachute. Les parachutes sont toujours un problème aussi. Un des modules critiques d'une capsule, les parachutes. Incroyablement complexe à designer. Et visiblement, ils ont fait ça très très bien. Le coup des parachutes. Et voilà, regardez le petit drapeau. La propagande, les mecs. Mais tous les jours, on éclate les Chinois en fusée. Non. Les Chinois en termes d'industrie, sont les premiers au monde aujourd'hui. En termes d'industrie de l'aérospatiale et de logistique de l'industrie de production de fusées, sans le réutilisable. SpaceX est devant grâce au réutilisable. Les Chinois sont devant le reste de la planète au niveau ingénierie et capacité industrielle, mais ça c'est leur marque de fabrique, de produire du hardware en grande quantité. Et quand ils auront embrassé le réutilisable, ils auront une génération d'avance sur les Européens. Et quand je dis une génération, c'est 20, 30, 40 ans. Et j'ose même pas parler de Starship. Quand
Starship va rentrer en service. Ça sera un autre monde. Vous aurez SpaceX et vous aurez la Chine. Et ça va être incroyable. Les Européens sont même pas dans la course. 3 ou 4 places, bonne question. Alors, le problème, c'est 3 places sur leur capsule normale, mais sur Mengzhou, vu que c'est une capsule qui n'a pas vocation à aller à Tiangong et compagnie, mais faire un tour, une balade lunaire, à voir s'ils mettent 3 ou 4 personnes dedans. J'ai pas vu de spec de Mengzhou de combien 3 personnes, je pense. Les Chinois ont beaucoup développé sur 3. C'est les restes soviétiques, l'inspiration soviétique. À voir. À voir. Ah ouais, Macron sera là. Qu'est-ce que c'est que cette émote? C'est pas le mien? C'est pas le mien, ça? Ou il y a un autre streamer qui a fait du Macron avec les lunettes, incroyable. Bah ouais, c'est une trop belle source d'inspiration. Donc ouais, pas mal. Pas mal, Mengzhou. D'ailleurs, regardez la vidéo de récupération de la Longue Marche 10. J'ai vu un mec qui disait c'est une photo en IA, la Longue Marche 10 qui revient se poser. J'étais là, putain. Les gens sont cons sur Twitter quand même. Les gens sont cons sur Twitter, c'est putain. Les complots et tout. Putain, non, il n'y a pas besoin d'IA, les mecs. Hein. Les mecs le font IRL. Hein. Donc ouais, récupération de la Longue Marche 10 qui n'a pas explosé. Ah, on voit qu'il y a des tuyères qui font un peu la gueule, mais c'est pas la fin du monde. Hein. Regardez, là, j'ai une autre vidéo. Superbe. La dinguerie. Hein. La dinguerie. Ah, le futur. Hein. Le futur. Bon, écoutez, on va pouvoir passer à la minute SpaceX. La minute SpaceX, ça. Donc, je vous avais dit qu'on avait noté quelque chose d'intéressant depuis janvier. C'est que le pad LC-39 ne tirait plus. Il y a 2 pads à Cap Canaveral, pad 40 et le pad 39. Le pad 39, c'est aussi là où ils construisent le pad de Starship. Et il ne tirait plus depuis LC-39. À la base, le pad LC-39, c'est aussi là que c'était le premier pad habité. Vous avez le bras, toutes les missions, les premières missions crew à l'ISS partaient de LC-39. Et on se demandait pourquoi ils tirent plus de LC-39. On se doutait que c'était lié à Starship. Ils veulent pas arrêter les travaux en permanence parce que on amène une Falcon 9 au pad. Et ils ont fait pire que ça, c'est qu'ils ont... Oh non, ça c'est moi, ça, regarde. Ils ont fait pire que ça. Pardon, faut que j'arrête de faire ça. Voilà, ils ont enlevé le bras. Ils sont en train de démanteler l'aspect habitable. Donc ils ont un autre pad, l'autre pad 40 a été justement, ils ont construit le pad 40 a été adapté pour faire du vol habité. D'ailleurs, Crew 12 a décollé du pad 40, mais historiquement, ça a décollé de là. Et là, SpaceX a commencé à dire, bah, écoutez, on n'a pas besoin de 2 pads habités, on va virer, on va décommissionner ce pad pour la Falcon 9, on va juste le garder pour la Falcon Heavy de temps en temps, et pour favoriser Starship. Et là, vous avez totalement dingue, vous avez SpaceX qui décommissionne ses infrastructures. Vous savez, déjà, là, vous avez Starship, là, et là-bas, vous avez LC-39 avec le bras. Vous voyez le bras, là? C'est ce qui permettait aux astronautes de rejoindre la capsule Crew Dragon. Mais ça, là, il est en train d'être enlevé. Vous savez, c'est... Pour le monde de l'aérospatial, vous construisez une infrastructure, elle va durer 20-30 ans. Voilà, c'est votre infrastructure. Un pad, il reste une génération. Vous avez SpaceX, ils construisent ça. Allez, c'est bon, on n'en a plus besoin. Ça nous emmerde pour Starship. On va dégager ça. On va en faire juste un pad de Falcon Heavy, vu qu'elle décolle que 1 ou 2 fois par an. Et on va pouvoir être à... C'est tellement une chance. La flexibilité que ça donne de pouvoir juste décommissionner un pad pour en favoriser un autre. C'est fastoche à construire, c'est des grosses grues, mais ouais, mais ça a l'air fastoche à construire, mais ça ne l'est absolument pas. Ce pad, il a coûté très très cher, c'est un énorme investissement pour SpaceX. Mais ce pad maintenant emmerde parce qu'il nuit à l'efficacité de l'autre gros pad à côté. Regardez là, on voit bien ce pad, il est peut-être à 6 mois d'être opérationnel. Hein. Je vous mets le pari qu'on aura un Starship. On aura un Starship là-dessus avant la fin de l'année. Un pari peut-être audacieux, d'accord. Mais je vous parie... Alors, pas un Starship peut-être prêt à voler, je pense pas, mais on aura un booster là-dessus. On aura un booster là-dessus avant la fin de l'année. Ça va trop vite. Donc ouais, ils sont en train de décommissionner LC-39
Donc là, en ce moment, ils ont une cadence de tir dingue, mais ils tirent que sur 2 pads. Le pad de Californie de Vandenberg et le pad 40 qui est un petit peu plus loin. Donc là, le vol qu'on a vu tout à l'heure, le décollage, c'était pas de LC-39, c'était du pad 40. Et ils sont en train de décommissionner le pad historique de la Falcon 9 pour faire la place à Starship. Comme dit souvent SpaceX, ils font pas dans la dentelle. Il y a pas de temps à perdre. Le pad, là, il nous emmerde. On perd peut-être par an, à cause de ce pad, on perd peut-être par an 60 jours de travail. C'est énorme. On va faire la place et on va voir même plus que 60 jours de travail. Peut-être 100 jours de travail. Un tiers de l'année, on peut pas bosser à cause des Falcon 9 qui décollent, des feux statiques et tout. On va virer juste pour optimiser le boulot sur le pad. Pour avoir, il nous faut un pad opérationnel à Cap Canaveral le plus rapidement possible. Et voilà le résultat. Donc ça bosse, hein. Ça bosse fort, hein. Menzou, c'est alors vite conçu pour emmener un équipage de 2 à 7 en orbite terrestre ou 3 en orbite lunaire. Ok. Donc 3 en orbite lunaire, ce sera sûrement ce qui va nous intéresser pour le coup plus tard. Merci. Donc ouais. Alors pendant que Macron disait « Je comprends pas pourquoi... » Vous avez vu la réplique de Macron ? « Je comprends pas pourquoi tout le monde est fasciné par Starlink, Musk, il a plein de subventions. » Pendant que Macron aboie, la caravane passe. Regardez, ça c'était hier. On a officiellement passé les 10 millions d'abonnés Starlink. 160 pays. Ils sont inarrêtables. Et la marge de progression est encore dingue. Il y a des gens qui crunchent les maths. Et qui font les maths. Depuis qu'ils ont passé les 9 millions, c'était il y a quelques mois, en décembre 2025, je crois, ils avaient passé les 9 millions, ils ont pris par jour 19 000 abonnés de moyenne. Par jour. 19 000 abonnés de moyenne. Et là, je vous parle même pas des gros contrats. De tous les contrats d'aviation et tout. Belle courbe. C'est exponentiel, mais on voit que il n'y a pas besoin de faire de publicité. Quoi qu'ils ont fait une publicité au Super Bowl, c'est rare de voir Starlink faire de la pub. Ils ont fait une publicité au Super Bowl, bon, on s'en fout. Mais regardez cette courbe. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était la Côte d'Ivoire, Venezuela, Bolivie. Ils sont en train de, comme ils sont en train de conquérir le monde en fait, parce que les gens découvrent qu'on peut avoir de l'internet au milieu de nulle part et que ça fonctionne superbement bien. Voilà, une pièce sur eux. Ouais, je te cache pas que malheureusement SpaceX Starlink va rentrer en bourse en fin d'année, mais ça va être compliqué d'acheter des actions. Hein. L'action va être très très haute. T'as intérêt à avoir un gros PEL, The Grid Buaco. Hein. J'espère que t'as un gros PEL où tu vas avoir ton banquier. Tu braques ton banquier. Tu lui voles sa Porsche. Puis tu la revends et t'achètes des actions avec. Voilà. Donc ouais, voilà. D'ailleurs, c'est amusant, Macron qui se moquait des subventions, et puis le lendemain, Eutelsat a reçu une subvention de 1 milliard de dollars. Mais ça, faut pas le dire, d'accord ? Ça m'a fait rire. Donc ouais, incroyable, hein, cette courbe. Hein. Incroyable, cette courbe. Hein. Et elle va continuer à grimper. Hein. Le problème, c'est la fusion X et SpaceX, la licorne... Non, au contraire. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Tout ce qui va favoriser l'industrialisation de l'orbite basse est une bonne chose. Et il faut Starship. De toute façon, qu'importe, il leur faut Starship. Sans Starship, il n'y aura rien. Ils sont totalement all-in. Qu'importe qu'ils veulent aller sur la Lune, sur Mars, qu'ils veulent mettre 1 million de satellites avec du data center en orbite, tout ça, c'est bien beau. C'est bien beau. Mais il leur faut Starship capable de faire du ravitaillement en orbite. S'il n'y a pas ça, moi je suis quelqu'un, je vois assez à court terme sur ça. Les grands plans et tout, sur 30 ans, j'y crois pas. Je vois d'abord, il faut un V3 qui vole. Il faut un V3 fonctionnel qui explose pas, ça serait bien. Et après, il faudra commencer à faire du ravitaillement, récupérer les 2 Starship bas, Starship haut, le booster et le ship. Et on pourra commencer à discuter. Avant ça... Tout le reste, c'est du blabla. En tout cas, Starlink va financer ça. Ce que vous voyez là, c'est la poule aux œufs d'or pour SpaceX. Ça permet à SpaceX de faire rentrer des milliards. Regardez en même temps. Encore un petit contrat.
Alors, peut-être que certains savent pas, aux US, la publicité coupe le son du direct. Ah, écoute, je savais même pas qu'il y avait des pubs sur YouTube, hein, tu sais. YouTube, ouais. Donc, ouais, aux US, vous avez 4 grosses compagnies, d'accord, de transport aérien. Les États-Unis, l'avion est roi, hein, vous n'avez pas de train. Et il s'avère que vous avez United Airlines, donc vous avez 4 compagnies, United Airlines, Delta Airlines, American Airlines et Southwest. United Airlines, donc c'est ce qu'ils appellent les 4 monstres du trafic aérien US. United Airlines a choisi Starlink, était une des premières grosses compagnies à avoir pris Starlink. Et là, vous avez Southwest qui vient d'annoncer. Le premier avion Southwest vient d'annoncer qu'ils vont installer Starlink dans toute leur flotte. Le premier avion équipé de Starlink sera en service cet été et ils comptent équiper à la fin de 2026 300 avions avec peut-être une option pour 600 avions en plus, puisque l'entièreté de la flotte de Southwest, je crois que c'est 800 ou 900 avions. Et écoutez ce que dit simplement le vice-président exécutif en charge de la marque et des clients, Tory Roach. Starlink apporte une expérience comme à la maison, mais dans les airs, apportant aux clients l'habileté de streamer leurs séries favorites de n'importe quelle plateforme, de regarder du sport en live, de télécharger de la musique, de jouer à des jeux, de travailler et même de se connecter avec la famille du décollage jusqu'à l'atterrissage. Je me rappelle, il y avait un mec qui m'avait dit il y a longtemps sur YouTube, j'avais jamais oublié, « Oh, Starlink est un énorme scam !» Ça me fait doucement sourire. Ça me fait doucement sourire. Parce que vous voyez là les compagnies américaines. Le problème de ces compagnies américaines, c'est que si un concurrent adopte un service super avantageux, bah ça va vous pénaliser vous. Donc là, vous avez déjà deux géants US qui ont pris Starlink. Et bah, la contrepartie, c'est que les deux autres, maintenant, Delta Airlines et American Airlines, ils se retrouvent un peu merde. Les autres, ils ont Starlink, expérience Internet incroyable. Et je peux vous dire qu'aux US, les gens, généralement, qui prennent l'avion, prennent beaucoup l'avion. Et ils regardent ce genre de choses. Le service client aux US, c'est ce qui démarque des compagnies d'une autre. Et moi, je suis ça avec attention. Et je voyais pas mal de gens qui disaient « Ah bah, j'ai totalement abandonné justement Southwest pour basculer sur United il y a 1 an et demi. Parce que United, justement, avait de l'Internet. Et là, en ce moment, vu qu'il n'y a aucune concurrence, sur le marché, les compagnies, elles voient leurs concurrents prendre Starlink. Donc, elles n'ont pas le choix. Si elles veulent rester compétitives en termes de service aux clients, elles sont obligées de prendre Starlink. C'est comme ça, c'est la loi du marché. Hein. C'est que c'est de la merde. On s'en fout que c'est de la merde. L'important, c'est qu'elle paye Starlink. Est-ce que tu prends l'avion aux États-Unis? Non, moi non plus. Donc on s'en fout. L'important, c'est qu'elle paye Starlink et que ça finisse dans les poches de SpaceX. J'en ai rien à foutre que ce soit de la merde ou pas. Putain. Donc ouais, en Suisse, mais pour le fixe et non fixe, c'est pas cher. Ah bah ouais. Hein. Après, comme je dis, c'est toujours la même chose, c'est que c'est situationnel. C'est les gens qui ont une bonne fibre optique, ils n'ont pas besoin de Starlink. Mais les gens se rendent pas compte à quel point tout le monde n'a pas accès à une bonne fibre optique. Surtout dans certains pays. Là, je voyais l'Argentine, c'est une dinguerie Starlink. Starlink en Argentine, ils sont à plus d'1 million d'abonnés sur même pas 1 an en Argentine. Genre l'explosion de Starlink dans tous les pays qui sont un petit peu grands pays, pas désertiques, mais avec une faible densité de population des grands pays. La République, c'est moi Morbac, 1 an Magnifique. Tu regardes, mec, merci. Donc ouais, impressionnant. Vous m'auriez dit ça il y a 3-4 ans, je vous aurais pas cru. Je pensais pas que Starlink allait exploser comme ça. Mais il s'avère qu'ils arrivent à tenir Parce que plus vous mettez de gens sur le réseau, plus le réseau sature. Vous voyez? Donc vous devez sans cesse tirer plus de satellites. Et ils y arrivent. Non seulement ils y arrivent, mais ils améliorent en plus la connectivité. Ce qui est assez... On n'est pas trop mal lotis sur la fibre. En ville, ouais. Mes parents, ils attendent encore mes parents, ils ont de la fibre aérienne. Hein. Là, ils ont eu de la fibre aérienne, ça y est, ils ont été connectés. Mais de la fibre aérienne, c'est pas de la vraie fibre. Hein. C'est mieux que rien. Ça fait le boulot. Mais quand tu commences à bosser à un niveau professionnel et compagnie, ouais, bon, la fibre aérienne... voilà, quoi.
Donc, en France, vous êtes peut-être pas trop mal loti. Ça dépend où, hein. Ça dépend où, hein. Ouais, sur Paris, mais bon. Paris, c'est pas la France, quoi. Hein? Mais rien de fou non plus. Voilà, c'est mieux que rien. La fibre, c'est pas magique, hein. Il faut voir l'état global du réseau. Si en haut, c'est merdique, votre fibre, elle va pas résoudre les problèmes, hein. Votre fibre va être dépendante d'un réseau merdique. Voilà. Et vraie fibre, bah écoute, tant mieux pour toi, hein. Mais ne prenez pas votre cas pour une généralité. Le fait que toi, tu aies accès à une bonne fibre à la campagne ne veut pas dire que tout le monde a accès à une bonne fibre à la campagne. C'est super situationnel comme situation. Même à Paris, il y a des zones sans fibre. Exactement. J'ai vu des gens qui avaient des Starlink à Londres, en plein centre de Londres. Les mecs avaient du Starlink parce qu'ils étaient justement dans un coin où la fibre était merdique. Vous voyez ? Je dois rentrer au pays, je prends Starlink, bien sûr. Après, il faut voir les prix et tout ça, mais ouais. Bon, donc, Starlink, pendant que Macron gueule et comprend pas pourquoi tout le monde parle que de Starlink, bah Starlink, ils sont en train d'engranger les abonnés à une vitesse fulgurante. Vous comprenez pourquoi Amazon met les bouchées quintuples pour que ça parte, ces satellites? Starlink, ils doivent avoir, je pense, 9000 satellites opérationnels. 9000. C'est beaucoup, hein. Je crois que Amazon, donc Ariane 6, là, ils ont déployé 32 nouveaux. Je crois qu'ils doivent être à 232 satellites. C'est pas pour tout de suite la concurrence, hein. C'est pas pour tout de suite, les mecs, hein. Et le problème, c'est que SpaceX a une cadence de tir totalement folle. Amazon n'a pas cette cadence de tir. Amazon se repose sur des fusées comme Ariane 6, mais qui volent pas beaucoup. La Vulcan, qui va être clouée au sol. La New Glenn, elle commence tout juste à voler. Bah, il reste plus que les Atlas 5. Il reste SpaceX avec les Falcon 9. Là, c'est pour ça qu'ils ont récupéré 10 tirs avec Amazon. Donc SpaceX va tirer pour Kuiper pour mettre leurs concurrents en orbite. C'est beau. C'est beau. Ils prennent l'argent et ça évite les emmerdes d'avoir des poursuites pour monopole abusif et compagnie. Bon, parlons de Starship. Vous vous rappelez la semaine dernière, on avait vu que B19 avait fait sa campagne d'essai cryo avec succès. Et c'est vrai que là, B19 est rentré. On n'avait pas eu de confirmation. On était dit, ok, est-ce que ça s'est bien passé? On pense que oui, parce qu'il y a eu 4 gros essais cryo. Et c'est vrai que, regardez, retour du monstre au hangar. On n'avait pas eu de confirmation de SpaceX en pleine nuit encore. Regardez la gigabay qui continue de grossir à une vitesse. Hop là. La gigabay énorme. Et il s'avère que SpaceX nous a donné la confirmation. Juste après que le monstre soit rentré, je vais faire ça, je vais aller voir ça, voilà. Comment je fais ça, moi? Ah, je peux même pas. Ouais, en tout cas, SpaceX nous a confirmé le... Attendez, je vais vous montrer ma page Twitter. Hop là, voilà. Et SpaceX a juste dit le 10 février, c'était il y a 4 jours. Bah écoutez, les opérations pour les premières opérations de cryo d'un Super Heavy, donc parce que rappelez-vous que c'est un nouveau booster, hein, c'est un V3, c'est une nouvelle version. C'est plutôt bien passé et on a testé tous les systèmes au niveau des ergols et de la structure interne. Et on a même quelques vidéos des tests. Je pense pas qu'on ait de son. Voilà, regardez-moi ça, c'est beau. Les ergols. Donc ça, c'était le premier. Oh là là, c'est beau, hein. Quand il est entièrement gelé, le booster. Ça a de la gueule, hein. La constellation chinoise, on est où? Il y a 2 constellations chinoises. J'ai pas vu passer de tir. Les derniers jours. Regardez ça. Très intéressant. Et il y a cette photo. Celle-là, je l'ai chopée parce qu'elle est intéressante en termes de design. On va faire un petit peu de design. Est-ce que vous vous rappelez Retour à Boca. Super Heavy, Cryo Stage. Regardez. Ça, c'est le nouveau design. Donc là, vous avez l'anneau de Hot Stage sur lequel est posé Starship, le ship. Et avant cet anneau, il le dégageait. Aujourd'hui, sur les V3, l'anneau est intégré. Et l'anneau restera. Donc, ils vont récupérer le booster avec l'anneau toujours là. Ils veulent pas... C'est de l'argent. Quand vous balancez quelque chose, il est foutu. Et SpaceX, la culture SpaceX, c'est de tout garder. On veut rien jeter. Et là, vous avez donc le nouveau design.
Ce qui est intéressant, c'est que regardez à quel point le réservoir... Oui, il y a le réservoir et au-dessus. Hein, ils vont allumer Starship. Rappelez-vous que le hot stage, les deux sont collés. Au moment de la séparation d'étage, vous allumez le ship alors qu'il est encore collé au booster. Là, vous avez le réservoir. Le réservoir, vous voyez, il va être collé au moteur. Hein. Ils l'ont testé, visiblement, ça s'est déjà bien passé. Hein, mais voilà le nouveau design. Et ça, c'est l'ancien design. Donc regardez, on voit bien le réservoir ne montait pas aussi haut avant. Là, on voit bien l'anneau. Il y avait un trou. Il y avait l'anneau. Un trou. Avec, entre autres, les ailettes. Enfin, les ailettes qui pèsent une tonne. Hein, les putains d'ailes. Là, les prochaines seront en titane. Et ils ont gagné de l'espace au niveau ergol. En faisant monter le réservoir totalement au-dessus. Vous voyez ? Là, les ailettes, on pense qu'elles vont être ici. Ou quelque part dans ce coin-là. Elles seront au niveau du réservoir, les ailettes. Donc c'est un redesign total du réservoir et de la partie supérieure pour, entre autres, augmenter la capacité en ergol. Voilà. Le fusée à réacteur nucléaire spécifique dans la course. C'est la NASA qui bosse dessus. Aucune compagnie ne veut toucher trop à du nucléaire pour le moment parce que c'est hautement régulé. Donc c'est la NASA qui peut-être fournira un moteur ou bosse sur un moteur absolument. Jared s'est remis au travail là-dessus. Tant mieux d'ailleurs. Et il n'y a pas de compagnie qui vont comme ça bosser sur un moteur à propre nucléaire. Ce sera à la NASA ou à DARPA de fournir la tech et après les compagnies l'intégreront sur un support. Starship serait parfait pour du nucléaire. Quels sont les avantages d'allumer le deuxième étage encore accroché au premier ? En fait, c'est soviétique. Les fusées aujourd'hui, elles éteignent tous les moteurs, elles éteignent tout, et elles séparent. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu as une perte de vitesse. Si tu éteins tout, ta fusée, tu vas casser l'accélération, le temps de la séparation. Les soviétiques ont découvert avec le hot staging que c'était plus pratique d'allumer le deuxième étage alors qu'il est C'est contre nature, hein. C'est contre nature quand on y pense. D'allumer le deuxième étage quand il est encore collé au premier pour éviter de casser l'accélération et d'avoir toujours le même gain de vitesse en séparant. Donc Starship fait cette tech soviétique de hot stage pour justement optimiser la séparation d'étages. Donc ouais, très impressionnant de voir... donc ça a été pris en drone. Hein. SpaceX avait un drone sur zone. Hop là. Propre. Donc on espère voir ça prochainement. Donc ils ont tout ramené pour mettre les moteurs. Pour mettre les moteurs Raptor 3, les mecs. Ce qui veut dire que peut-être que ça va prendre 2 semaines. 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais il y a un monde où on va voir très prochainement notre booster là, on l'espère dans 2 ou 3 semaines, aller au pad pour faire son feu statique sur le nouveau pad. Tout sera nouveau. Nouveau booster, nouveau pad, nouveau chopsticks. Ça va être que de la nouveauté. Donc forcément, qui dit nouveau dit peut-être problème. Donc on verra comment ça va se passer, mais on a hâte de voir les Raptor 3. On n'a jamais vu les Raptor 3 encore en action sur un chip, et on a hâte de voir ça. Et on y est presque. Pendant ce temps, on attend S39. Ça, c'est le booster. Maintenant, c'est le chip, et le chip n'est pas encore allé au pad. Regardez S39, comment le bouclier thermique de S39 est le plus beau bouclier qu'on ait jamais mis sur un Starship. Il est absolument superbe. Regardez ça. On espère voir S39 aller au pad prochainement pour ses essais cryo. Là, je zoome comme un zinzin. Mais il est prêt. Les flaps ont été, je crois, installés. Vous voyez, on a les 2 flaps. Les flaps ont été installés. Envoyez-le! Et on ne sait pas ce qu'ils attendent. C'est SpaceX, ils le feront quand ils auront envie de le faire. Mais voilà, on attend avec impatience de voir S39 aller au pad, B19 aller faire son feu statique, et on sait que la campagne est lancée. Donc ça va arriver d'une semaine à l'autre. Il y a Elon Musk qui avait dit qu'ils espéraient tirer pour mi-mars. Donc mi-mars, faut pas traîner, il y a quand même des choses à faire, surtout avec des nouvelles infrastructures, un nouveau design de chip. Et pour l'instant, les choses ont l'air de bien se passer pour le V3.
Le fait que B19 ait réussi potentiellement des essais cryo parfaits, c'est une très très bonne nouvelle en termes de design, en termes de beaucoup de choses. Et voilà. Donc ouais, S39, ce sera le prochain client pour aller au pad dans les prochains jours. Peut-être la semaine prochaine, on espère. On verra bien. On verra bien. Et pendant ce temps, regardez. B19, il va leur falloir 33 moteurs Raptor dessus. Vous rajoutez les 6 au-dessus, 39 moteurs Raptor par système. Et on voit passer maintenant des AirVac. À McGregor, c'est là où ils testent tous les moteurs de SpaceX, les Merlin, les Raptor. Et ça, c'est un Raptor 3 AirVac. Donc les AirVac, ils sont optimisés, ils ont des plus grosses tuyères pour fonctionner dans le vide de l'espace. Donc ils sont au-dessus, il y en a 3 sur le chip. Et on commence à voir passer des AirVac aussi. Et regardez ça, donc là, 100. Est-ce que c'est 100 ou 106? Je pense que c'est 100. Ça serait le 100e moteur Raptor produit. Ils ont une capacité de production de Raptor 3 qui est déjà dingue. Et on en voit passer pas qu'un. Là, on a vu 100 avant. Là, c'était hier. On a vu 106 et 98. Ils baladent ça sur des pick-up. Ça vaut une blinde, les mecs. Ça vaut une blinde. Ils construisent un cyclotron pour faire des effets de radiation. Absolument. Mais ça, je le montre pas. Mais ouais, je l'ai vu passer et c'est excellent. C'est excellent parce que après, ils font beaucoup de tester les radiations, entre autres, sur l'électronique et tout ça, pour voir comment réagissent certaines pièces à l'électronique, électronique aux radiations. Et ouais, il faut voir que Starlink, c'est beaucoup d'électronique, ils veulent mettre des centres de data en orbite, donc il faut étudier un peu comment certaines choses fonctionnent en milieu hostile comme l'espace, en incluant les radiations. Donc ouais, voilà comment ils baladent leurs moteurs Raptor. Donc là, en fait, c'est des moteurs qui vont faire leurs essais. Peut-être qu'ils sortent d'usine, qui vont être certifiés vol, donc on les allume et on les fait tourner. Ils ont vocation à être ces moteurs réutilisables. Rappelez-vous qu'on a déjà vu des boosters revolés avec 30 moteurs, donc il n'y a pas de problème à les faire tourner, et vous les faites tourner. Et une fois qu'ils ont volé 1 ou 2 minutes, aucun problème, vous les certifiez vol et vous les envoyez à Boca Chica pour être intégrés sur un chip. Donc tous les moteurs que vous voyez sur un Starship ont déjà été testés à pleine puissance pour voir si ils explosent pas comme des cons, quoi. C'est de la grosse tech, hein. Ça peut faire boum, hein. Le risque existe toujours. On les voit des fois d'ailleurs exploser des moteurs. Mais vous voulez que le moteur explose à McGregor au stand que plutôt exploser en vol. Ils ont déjà perdu on avait vu je crois que c'était S32 ou S33, je ne me rappelle plus, qui avait explosé dans la baie moteur. Un moteur qui avait simplement explosé, bam. Et vous voulez pas que ça arrive ça en vol, surtout pas. Donc c'est pour ça que vous testez vos moteurs à fond d'abord au sol. Donc là, McGregor, vous voyez souvent la petite caméra posée là, elle prend tout en photo, il y a une seule route et on voit tous les numéros des moteurs qui passent et tout ça. C'est absolument génial et ça nous permet de voir qu'il y a des chaînes de production derrière totalement folles. Pendant ce temps, ça bosse aussi à des vues d'avion. Donc là, la semaine dernière, je vous avais dit que SpaceX avait récupéré officiellement la grande extension. Et là, vous voyez tout le système. La ferme orbitale, pad 1. Ils ont commencé à couler le béton sur le pad A. Pour mettre les structures de la future tranchée. Ça commence à couler du béton et j'ai vu 2 bétonneuses. C'était hier ou avant-hier ? 2 grosses bétonneuses qui commençaient à mettre du béton en profondeur. Donc ça avance vite. Et le pad B, je pense que le pad B, on va le voir en service. Peut-être ce mois-ci ou le mois prochain. Il est prêt, le pad B. Il est giga clean. La ferme orbitale est prête. Donc là, on voit les réservoirs. Ils vont même sûrement virer les petits réservoirs là, de méthane pour mettre des nouveaux. On voit qu'ils sont un petit peu plus petits que les autres. On voit l'OX, oxygène liquide, CH4, méthane. Là, c'est les réservoirs d'eau les réservoirs d'eau du déluge du pad B. Et on voit que tout a l'air giga propre. Et ouais, ça sent bon le feu statique du booster. Dans 1 ou 2 semaines, peut-être. Et là, vous avez le séparateur d'air. Ils profitent qui sont sur le coin là pour construire leur séparateur d'air à toute vitesse. Et ça, c'était l'extension. Voilà, on voit bien vu du ciel. Ils ont quasiment doublé leur surface grâce à leur extension là, qui est officielle maintenant. Maintenant, allez savoir ce qu'ils vont construire ici.
Mais ça va construire, moi je vous le dis. Hein. Ils vont utiliser cet espace à bon escient, sûrement pour du méthane et compagnie, de la production de méthane. Et voilà le séparateur d'air, qui avance bien aussi. On les voit amener les morceaux. Alors, moi je bosse pas dans le bâtiment, vous voyez. Je bosse pas dans le bâtiment, par contre je vois les immeubles être construits à Reykjavik. Il y a des immeubles, ils sont là depuis des années en construction. Je me demande, mais qu'est-ce qui branle? Je suis tellement habitué à voir SpaceX construire dans un claquement de doigts, mais comme dit, j'ai jamais bossé dans le milieu. Je suis tellement habitué à voir SpaceX construire tout sort de terre à une vitesse incroyable, que quand je vois les mecs qui construisent à Reykjavik des bâtiments qui sont là depuis 2-3 ans, ils se disent, mais qu'est-ce que vous branlez les mecs? Là, leur séparateur d'air, ils sont en train de l'assembler à une vitesse. Ils l'amènent en kit. Totalement vrai. Ça dépend combien tu payes, bien sûr. Et surtout, l'administratif, le pognon, tout est plus simple. SpaceX se donne la volonté de construire vite en payant, en bossant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Forcément, quand t'as ça, et les gens sont contents de bosser, tout va très très vite, quoi. Et c'est vrai que SpaceX, c'est des machines. Hein. Ils ne sont pas la généralité dans le business. Et pendant ce temps, regardez, la gigabé de Cap Canaveral. Parce que bah oui, ils font un autre pad à Cap Canaveral avec les mêmes infrastructures. Ils sont malades. Et ils ont même commencé, c'est officiel. Vous voyez là? Ils ont commencé à mettre le cladding. Ce qu'ils appellent le cladding, c'est la couverture métallique. Ils ont commencé, ça y est. Ils ont même pas fini en hauteur. Ils sont déjà en train de commencer à poser le métal qui va recouvrir entièrement la gigabé. C'est la course avec le Texas pour savoir qui va finir en premier la gigabé. C'est beau, hein? Ils font une Star Factory au Cap. Ouais. Star Factory, gigabé. Au début, ça sera pas opérationnel, donc ils vont amener par bateau. Ils amèneront des Starships sur des barges. Ils les amèneront directement au pad à Cap Canaveral. Donc ils les amèneront par bateau. Et après ça, quand la gigabé et la Star Factory seront opérationnelles à Cap Canaveral, ils arrêteront sûrement d'en emmener. Mais je pense que cette année, on verra les premiers Starships à Cap Canaveral. Impressionnant. 4h du matin! 4h du mat, putain! Non mais, il faut pas te lever pour ça, hein. Il y a la rediff tout à l'heure, et puis tu regardes ça avec un café, hein. Surtout que je vais arrêter là, j'ai quasiment fini. Ça a été, comme dit, ça a été une semaine de dingue, hein. Donc ouais, incroyable, hein. L'effort industriel derrière ça. Donc ouais, c'est des bonnes nouvelles, ça avance, et... Écoutez, je mise sur un vol de Starship en mars. Pour l'instant, Elon Musk, il a peut-être pas tort, mi-mars. On verra s'il trouve des problèmes ou pas. Il peut y avoir des problèmes. Hein. Feu statique non concluant, problème de moteur, swap des moteurs. Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais ouais, un vol en mars de Starship V3 sur le nouveau pad, c'est absolument pas déconnant. Et on sera là. On sera là. Voilà. Les bases de lancement de SpaceX sont partagées en fonction de leur taille. Base de Starship. Non, à la base, Starship, ça c'est au Texas, à Boca Chica. Attends, je vais simplement te montrer ça sur la carte. Ça va être plus simple. Ah, je peux directement mettre Starbase. Starbase, maintenant, c'est une ville, officiellement. Ce qui fait que... Ah oui, mais forcément, c'est pas ce que je veux. Map. Voilà. On va directement faire ça. États-Unis. Donc déjà, il faut faire la différence entre les Falcon 9, donc qui est un programme maintenant mature, les Falcon 9, et Starship. C'est deux programmes totalement différents, qui n'ont pas vocation à faire la même chose. On va pas se cacher, Starship est un monstre hors norme. Et donc le programme de la Falcon 9, ça décolle de Cap Canaveral en Floride. Voilà le Cape. Cap Canaveral. Donc ça décolle généralement, on va aller tout en Cape. Donc là vous avez le pad 40, donc qui est le pad de la Falcon 9 qui a maintenant qui a tiré Crew 12, on a vu le décollage. Donc ça c'est le pad maintenant qui tire toutes les Falcon 9. A contrario, je vous ai dit que justement SpaceX
voulait décommissionner le pad 39A pour bosser sur Starship. Donc là, vous voyez le bras? Regardez le bras qu'on a vu enlever en grue tout à l'heure. Bah ça, c'est le bras, il est plus là maintenant. Il a été enlevé. Et là, vous avez le pad de Starship qui est... Cette photo est vieille puisque la ferme orbitale est là et quasiment opérationnelle. En tout cas, ça avance bien. Donc là, ça tire plus de Falcon 9 d'ici. Et le reste des Falcon 9, ça décolle de Vandenberg. Merde. Hop. Vandenberg. Attendez. Pépé ne sait pas écrire. Vandenberg. Air Force Base en Californie. Voilà. Donc là, on est en Californie. On est sur la côte ouest. Et vous avez... Donc c'est une base de l'Air Force. Voilà d'où décolle Space Complex. Est-ce que... Je ne sais pas de quel pad ça décolle chez SpaceX. Peut-être que c'est celui-là. Et voilà d'où décollent les autres Falcon 9 de Vandenberg. Donc là, vous avez les deux pads, ok? Deux Falcon 9. 3 historiquement, mais là, LC-39 est en train d'être décommissionné. Donc un pad côte est, un pad côte ouest. Et maintenant, ça, c'est les Falcon 9. On va parler de Starship. Starship, historiquement, tout le programme a débuté à la frontière mexicaine, South Padre Island, maintenant Starbase qui est une ville. Donc là, vous avez le Rio Grande qui est là, le fleuve. Le Mexique est juste... ça, c'est le Mexique. Et ici, regardez, au milieu de nulle part, au milieu d'une lagune, vous avez Starbase. Avec les deux pads de Starship. Donc tout le programme Starship, vous voyez, c'est tellement obsolète qu'on voit même pas la nouvelle tour. Ah, ils construisent vite, hein. Voilà. Donc là, vous avez d'où ils tirent. Donc les photos qu'on a vues, Starbase, c'est ça. C'est tout le programme Starship débute ici. Le problème, c'est qu'ici, ils auront pas le droit de trop tirer. Peut-être 25 par an, ce qui est déjà, vous allez me dire, beaucoup. Mais c'est pas une cadence assez soutenue pour ce que SpaceX veut faire. SpaceX aimerait bien tirer, comme la Falcon 9, peut-être 200 Starship par an. Ce qui est, je sais, un chiffre totalement dingue. Mais Starbase ne pourra pas supporter tout Starship. Même avec deux pads. Donc ils sont très tôt. Ils se sont dit, on va aller utiliser le centre historique. Avec déjà, en soi, administrativement, pas trop chiant, qui est Cap Canaveral. Et on sait que là, vous avez un pad de Starship en construction. Donc ça serait techniquement un troisième pad. Troisième pad pour Starship. Et en plus, ils ont récupéré le pad LC-36, le pad de ULA. Où est LC-37 LC-40 où est mon pad LC ou alors c'est LC... Ah oui, c'est LC-37. Et ils ont récupéré ce pad, qui était l'ancien site de lancement de ULA pour les Delta Heavy, et ils vont construire ici deux pads. C'est dingue, je sais. Ça leur fera 3 pads à Cap Canaveral. Ils ont déjà commencé les travaux ici. Hein. Ils ont tout pété. Ils vont poser les fondations sûrement dans les prochaines semaines. Donc 3 pads à Cap Canaveral, 2 à LC-37, 1 à LC-39, 2 pads à Boca Chica. On sera au total à 5 pads. Est-ce qu'il y a eu des Falcon 9 tirés de Boca? Non, on n'a jamais eu la moindre Falcon 9 à Boca Chica. Jamais. C'est uniquement le centre de développement et de recherche de Starship. Voilà. Ariane va-t-elle évoluer avec des atterrissages? Non. Ariane ne sera jamais une fusée réutilisable. Elle n'a pas été pensée pour, tant industriellement qu'en termes d'innovation et de technologie. C'est une fusée qui est obsolète technologiquement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas rendre des précieux services. Mais c'est une fusée en termes de design qui est très vieille génération. Et les Européens vont le payer très cher parce que littéralement ça coûte cher et ils auront une très faible cadence de tir. Donc ouais, et ils ont déjà ici, pour le pad là-haut, LC-39, je crois qu'ils auront le droit à... Ouais, techniquement par an, ils auront plus de 100 tirs par an à Cap Canaveral, facile. Mais on est encore loin de ça, mais pas si loin quand même, vu que ça avance bien pour LC-39. Comme je vous dis, avant la fin de l'année, je parie qu'on aura un Starship ici. Ils vont l'amener par bateau, ils vont l'amener par barge, et ils vont le monter directement ici. Et on aura un Starship, je pense, ici, pour tout tester. J'ai du mal avec un vol, j'y crois pas. Mais un Starship pour tester toute infrastructure sans aucun doute. Je crois que j'ai fait le tour. Sacrée semaine, hein? Vous avez vu ça un peu, le spatial? Allez loin à l'époque où on faisait pousser que des concombres à bord de l'ISS. Putain, maintenant c'est
c'est de la folie. Hein. Et ça fait plaisir. On est heureux de voir ça. Et on vit une époque incroyable. Et le meilleur est encore devant nous, je pense. Largement. Semaine balèze. Ouais. Un port spatial, mais c'est un spaceport. Cap Canaveral est historiquement un spaceport. Un port spatial qui a été un peu abandonné dans les années 90. Années 80-90, ça a été un peu abandonné, malheureusement. Mais là, c'est en train de revenir en force. Et c'est ce qu'on va voir. Ça bouge même les Chinois. Les Chinois ont passé la 3e, 4e. Il y a que les Européens. Ils sont écoutez, les Européens sont contents avec Ariane 6. On attend des micro-lanceurs européens. Et puis... D'ailleurs, Orbex a fermé ses portes. Vous vous rappelez je vous parle parfois de toutes les compagnies européennes. Orbex, ça a fait faillite. Ça y est, ils n'ont pas réussi leur dernière levée de fonds, pardon. Et ils vont être sûrement rachetés entièrement par Sky Aurora, qui est encore un autre lanceur. Donc ouais, déjà ils commencent. Déjà ça devient dur de lever de l'argent. Donc on verra. Mais ouais, Voilà. On vit une époque incroyable. Donc ouais, la semaine prochaine on aura de la news. J'espère voir S39 au pad avec le bouclier là, il est magnifique. Et on aura des news comme d'habitude. Bon écoutez, je m'arrête là. Ce soir j'irai jouer à Divide and Conquer. Demain, minute astrophysique. Petite minute astrophysique demain, j'en fais une de temps en temps, une par mois. On parlera de Titan. La lune de Saturne. Une lune assez incroyable qui est assez unique dans le système solaire. En termes de géologie et de... Quelle heure? 20h 20h demain soir, Titan. Et on parlera un petit peu de cette lune assez extraordinaire. Et on va y aller en plus. On y est déjà allé. Et on va y retourner avec sûrement une des missions les plus ambitieuses jamais lancées. Donc ça va être... et c'est le pognon est là. Ils ont déjà commencé à bosser dessus. On a les premières images et tout. Donc c'est du sérieux et du lourd. Donc ouais, demain, minute astrophysique. Voilà, sur Titan. Et sinon, passez une bonne soirée. Bon week-end à vous. Bon après-midi. Et peut-être à ce soir ou dans les prochains jours. Allez, ciao, salut tout le monde, bye bye.